Le raid Transamazonie traverse l'Amérique du Sud sur 15 000 km. Depuis Carthagène en Colombie jusqu'à Buenos Aires en Argentine. C'est le premier rallye de cette importance organisé dans cette région. De nombreux véhicules en provenance des 4 coins du monde vont participer à cette grande aventure qui durera un mois. Les concurrents devront affronter les routes chaotiques, la fatigue, et aussi les accidents dans le rallye le plus long et le plus difficile au monde. Ils pourront admirer les magnifiques paysages qu'offre le continent sud-américain en traversant la jungle amazonienne, les hauts plateaux de la cordillère des Andes, l'Argentine et sa pampa, ses déserts rocailleux et ses rivières froides et impétueuses. Nous avons suivi ces aventuriers pendant tout le mois qu'a duré le raid Transamazonie. En Colombie, à 16 km de Carthagène, la ville fortifiée des conquistadors espagnols, le long de la plage de Roco Grande, le départ du raid Transamazonie est prêt à être donné. On aimerait faire partie du spectacle de Johnny Carson. À notre tour, Johnny fera peut-être appel à nous. Qui sait? La plupart des 250 participants attendent beaucoup de ce rallye. Mais Buenos Aires n'est pas la porte à côté. Et de plus, les organisateurs ont fait faillite. C'est ma cousine, demandez-lui à elle. Il faut réunir 50 000 $ simplement pour que la course puisse démarrer. La plupart des concurrents y vont de leur participation pour que le raid soit lancé, sachant qu'il n'y aura probablement aucune aide médicale, ni alimentaire, ni matérielle. Certains décident de se retirer de la course. Mais les vétérans, eux, relèvent le défi. Ron Cliborn de Seattle. Pour la première fois dans l'histoire du sport automobile international, les participants ont uni leurs efforts pour prendre en main le déroulement d'une compétition internationale importante. Charles Pitt de Fort Lauderdale sur sa Harley Davidson. C'est le rallye le plus long qui existe, presque 15 000 km. Les voitures peuvent difficilement tenir le coup sur une distance pareille. On a forcément des ennuis. Tout le monde en a. Chris Coveney de Northbrook dans l'Illinois a 10 ans d'expérience. Il s'inquiète pour le temps. Je crois que le plus dur sera les énormes différences de climat entre le désert d'Atacama et les hautes montagnes de la cordillère des Andes. Il faut s'attendre à de grandes variations dans la même journée et emporter suffisamment de vêtements pour y faire face. D'autres s'inquiètent pour ce camion qui date de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les 900 km par jour qui vont nous tuer. Ça va nous prendre un temps fou. C'est ça qui me préoccupe. Le camion, lui, tiendra le coup. Les organisateurs en faillite sont évincés et la Fédération automobile colombienne doit se débrouiller pour que tout soit prêt en 24 heures. Ce départ fait la joie de la population locale. Certains participants sont venus de très loin. Les super nanas japonaises sont des vedettes dans leur pays. À Tokyo, elles ont sauté en parachute depuis un gratte-ciel et elles se sont élancées du mont Fuji en deltaplane. Le champion hollandais Peter Hanstein participe également au Paris-Dakar. Je pense que ce premier raid Transamazonie va être très difficile. Personne ne sait rien. Il n'y a pas de roadbook, pas de contrôle, rien.
Arnstein a raison, mais en partie seulement. Il existe un roadbook ou guide routier avec les cartes de la route à suivre chaque jour, mais il a été préparé par une compagnie française. Et dans la confusion du départ, les fédérations automobiles locales ont décidé de ne pas l'utiliser. On a le numéro 74 et on a l'intention de gagner. Tout le monde est prêt pour le départ. C'est muni d'une carte touristique à la place du guide routier qu'ils vont commencer la grande aventure transamazonienne. Pour les Colombiens, c'est un événement national. Juste après le départ, c'est la première panne. Lorenzo Pearson de Palos Verdes en Californie. C'est rien. On a mis des injecteurs plombés pour la haute montagne. Ça chauffe un peu trop. On n'a pas envie de casser le moteur, mais on va repartir. Le défi du premier jour consiste à parcourir 550 km de Carthagène jusqu'à Cúcuta, près de la frontière avec le Venezuela. Dans ce genre de marathon, il y a deux types de courses contre la montre. Dans le premier, il s'agit d'aller d'un point de contrôle à un autre dans un délai imparti à la seconde près. C'est ce qu'on appelle les parcours de liaison. Dans le deuxième, il faut parcourir de grandes distances, sans délai imparti, ni limite de vitesse. Le gagnant est le plus rapide. C'est ce qu'on appelle les épreuves spéciales et en général, elles se font sur des routes très mauvaises et très dangereuses. La première épreuve spéciale du raid a lieu sur les contreforts des Andes. L'ensemble du trajet sera jalonné de divers parcours de liaison et d'épreuves spéciales. Le résultat final sera annoncé à Buenos Aires. Premier crépuscule. Les concurrents arrivent dans la ville isolée d'Abrigo, dans l'est de la Colombie. À cause de tous les retards accumulés, l'épreuve spéciale de 100 km se fera la nuit, sur une route très difficile. Elle se soldera par un mort. C'est arrivé là. Il s'appelait Cosoli Baroli, un Chilien. La voiture de l'équipe des champions chiliens est sortie de la route à pleine vitesse, tuant sur le coup ses deux occupants. 6 heures du matin à Cúcuta, en Colombie. L'ambiance est morose. Un autre Chilien a eu un accident, il est hospitalisé. Le premier jour a été très dur, vraiment très dur. Mais on ne baisse pas les bras. Les voitures ont roulé toute la nuit. On est très fatigués. Ça s'est passé comment pour vous? Oh, c'était facile. On commencerait bien. En ce début du deuxième jour, il manque de nombreuses voitures piégées par un éboulement dans la montagne. Ah, c'est dingue. On n'a pas de pneus de secours, va falloir être prudent. Aujourd'hui, il faut monter à 3300 mètres d'altitude et là-haut, le brouillard est si épais que les chauffeurs de taxi du coin préfèrent attendre. Les concurrents, eux, n'ont pas le choix. Ils ont 720 km à parcourir avant de rejoindre Bogota, la capitale de la Colombie. Bogota, le troisième jour, 6 heures du matin. La journée sera longue avec ses 600 km d'épreuves spéciales, la plupart du temps sur des routes très mauvaises. Cependant, le moral est meilleur. Ils ont fait du bon boulot et c'est chaque jour un peu mieux. Je trouve que c'est très bien organisé. J'aime l'attitude des Colombiens. Ils ont l'air d'avoir fait du bon travail au niveau de l'organisation. Eh bien, on va à nouveau traverser la cordillère des Andes 1 ou 2 fois dans la journée et arriver quand la nuit sera tombée. Ce matin, le seul à se plaindre est un Français, Bernard Calle, qui court pour le Venezuela.
Non, c'est pas loin, mais c'est trop lent. À Ougara, le rallye pénètre dans le territoire contrôlé par M19, un groupe de guérilleros marxistes. Le département d'État des États-Unis, l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, suggère aux concurrents d'être prudents s'ils ne veulent pas être kidnappés, torturés et tués. Par ces mesures, le M19 proteste contre l'emprisonnement des barons de la drogue aux États-Unis. La Colombie, elle, recommande de rouler sans s'arrêter. Le conseil n'est pas toujours facile à suivre. Aux abords de La Plata, un centre de production de cocaïne à ce que l'on dit. Le rallye ne rencontre que des admirateurs enthousiastes. En fait, il n'y a eu jusque-là aucun signe d'une quelconque activité des guérilleros. La Fédération automobile colombienne a peut-être signé un pacte avec eux. Cependant, le parcours évite soigneusement le centre de La Plata et sa cathédrale. En plein territoire contrôlé par le M19, Lorenzo Pearson tombe en panne à 30 km de Populone. Tout allait si bien, qu'est-ce qu'on peut y faire? On a jusqu'à demain. Oui, heureusement qu'on a pu faire réparer cette roue hier soir, sinon on serait dans la panade. Le lendemain matin, à Populone, on apprend qu'après l'arrivée du dernier concurrent dans la ville, une fusillade a eu lieu entre soldats colombiens et partisans du M19. Bilan, 8 morts. Hier soir, en arrivant à l'hôtel, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sous la douche. La deuxième, c'est d'enlever mes vêtements. Il faut dire qu'hier, Charlet et sa Harley ont pataugé en pleine gadoue. 4e jour, départ de Populone en Colombie. L'arrivée se fera à Quito en Équateur, au total 640 km. Ce dernier jour passé en Colombie laisse apparaître quelques lacunes au niveau de l'organisation. La fédération n'ayant pas d'ordinateur, les résultats ne peuvent être donnés au jour le jour. Il n'y aura donc pas de classement officiel avant d'être en Équateur. Mais la générosité spontanée des admirateurs colombiens compense le manque de moyens. Pony, para que tomen. L'Équateur. La radio nationale retransmet en direct l'arrivée du raid Transamazonie à la frontière. Quito, la capitale, est à 2500 mètres d'altitude. C'est le premier jour de repos pour les concurrents qui ont effectué jusque-là plus de 2500 km. Au XVIe siècle, Quito était la capitale des Incas. Et aujourd'hui, il ne reste que peu de traces de leur civilisation. Sur les hauteurs de la ville, parmi les rares vestiges de cette époque, une espèce de tonneau géant sert à stocker de l'eau pour la lutte contre les incendies. De retour à l'hôtel, on découvre la première page du Miami Herald consacrée à la mort du pilote chilien. Dehors, les concurrents se préparent pour le lendemain. Il paraît que les routes là-haut sont ridicules. Demain, on monte à 3600 mètres. Des routes en gravier. On doit passer de l'autre côté.
Ça va pas être de la tarte, alors on se prépare. Sixième jour. 490 km entre Quito et Ambato. Nous sommes toujours en Équateur. On est tellement en avance sur les autres que c'est ridicule. Paul Chever de Kitty Hawk en Caroline du Nord est l'un des plus enthousiastes. Son hypothétique première place est remise en question par l'arrivée de Ron Claiborne de Seattle. À 8 h du matin, les concurrents traversent la cordillère des Andes pour descendre dans la jungle amazonienne. Le véritable défi du jour commencera à Valiesa avec une épreuve spéciale exténuante durant les derniers 320 km. 9-11-00, go! À mi-chemin, les ennuis commencent. Le gars qui était devant moi a fait une embardée. J'ai freiné à fond et je suis sorti de la route. C'est les suspensions arrière qui ont pris. Les deux côtés. Il faut les enlever. Oui, en panne, en pleine jungle. J'espère qu'on se reverra à Buenos Aires. Au revoir. L'Argentin Juan Dufort a de la chance d'avoir trouvé une dépanneuse. Pour de nombreux autres, le rallye s'est arrêté ce jour-là, à 11 000 km de Buenos Aires. Ambato, en Équateur, 7e jour. 620 km à faire en grande partie sur la route nationale panaméricaine. Une aubaine, surtout pour les motards. Je suis heureux que ça soit plus facile aujourd'hui parce que mes freins ne sont pas bons. Je pourrais arriver plus tôt ce soir et les réparer. Les pilotes apprécient le fan club du coin. Du moins, jusqu'à l'arrivée des sœurs. D'après les résultats officiels de Colombie, c'était moi le dernier. J'étais très déçu. Finalement, il y avait une erreur. Ils l'ont corrigée et je suis plus le dernier. Le premier classement officiel donne Robin Bennett gagnant chez les deux roues. Il vient de Mason City, dans l'Iowa. Russell Gooding de Grande-Bretagne est gagnant chez les quatre roues. La traversée de l'Équateur leur permet de voir des paysages magnifiques, notamment le volcan Chimborazo et la verdoyante vallée centrale de la cordillère des Andes. Quant à la fameuse route nationale panaméricaine, il semblerait qu'on ait manqué d'asphalte à un certain moment. Arrivés à Cuenca en fin de soirée, les concurrents ont beaucoup de mal à entrer dans la ville. Avec l'élection présidentielle qui a eu lieu le mois dernier, des émeutes ont éclaté dans l'enceinte universitaire. Le 8e jour, ce sont 560 km de routes difficiles qui attendent nos pilotes, entre Cuenca et Loa. Même le parcours de liaison habituellement facile cause pas mal de dégâts. Ça va? J'ai besoin d'un bras de direction, j'ai cassé le mien. Et ce n'est que le début. Il reste les 400 km d'épreuve spéciale. Plus on descend, plus les conditions empirent. Les concurrents se retrouvent à nouveau dans la boue du bassin de l'Amazone. Des pannes en tout genre font perdre des heures aux pilotes.
Ces trous-là, c'est déboîté, on a perdu 6 goujons, ils se sont cassés. Alors on essaie de prendre des goujons de ce côté pour les mettre de l'autre côté. On va voir si ça peut marcher comme ça. La journée se termine en traversant la Zamora, l'une des nombreuses rivières qui alimentent l'Amazone. 9e jour, dernière étape en Équateur dans la petite ville poussiéreuse de Loa. Ça s'est passé comment, tout a cassé, ma voiture, l'arbre de roue, les gens, moral. C'était bien à part 2 pneus crevés et 250 km de boue. Mais à la fin, c'était extra. Je suis tombé à la flotte, ça m'a lavé. C'était très dur hier. J'ai éclaté 3 pneus et percuté latéralement ma bagnole, ce qui a fait rentrer les cieux de 20 cm. Mais ce n'est pas ça qui va les arrêter. En route pour le Pérou. Par chance, les 160 km qui nous séparent de la frontière sont relativement faciles. Et le paysage est très intéressant. La frontière se situe à Machara, ville péruvienne. Le Pérou est déchiré par la terrible guérilla que livre le Sentier lumineux. Le raid Transamazonie passe juste sur son territoire. Les concurrents font de leur mieux pour le traverser le plus vite possible. Changement de paysage avec le désert Tchetchoura et ses sables mouvants juste avant la ville oasis de Chiclayo. Le 10e jour commence mal. Elle démarre pas. Il n'y a pas assez de guides routiers pour tout le monde et ceux que l'on possède s'avèrent inexacts. Nous décidons d'emprunter la piste des Incas. Résultat, 2 pneus crevés sans personne alentour. Nous passons la journée entière sur ce haut plateau complètement perdu. En fait, très peu de participants atteignent Trujillo à temps pour prendre le prochain départ. Le champion péruvien Alfredo Vergna décide d'arrêter. Ça fait 2 fois que je rate le départ. Jusque-là, ça a été dur pour nous. C'est le 9e jour du rallye et on n'a pas de bons résultats. Le Français Michel Barthès dit qu'il a gagné l'épreuve spéciale. Il est le seul à ne pas s'être perdu. Il y a tellement de dégâts que les organisateurs accordent 3 jours de repos aux concurrents à Lima. Le directeur du raid, Léo Barbosa. Il y a trop de véhicules restés dans la montagne et les autres ne sont pas en assez bon état pour faire une épreuve spéciale. L'épreuve spéciale d'aujourd'hui est donc annulée. Le photographe Jérôme Velay a une copie du guide routier français qui a été rejeté.
Nous décidons de suivre la route indiquée pour aller de Trujillo à Lima. Le parcours montagneux d'aujourd'hui n'est pas trop difficile. Ces enfants de 12 ans travaillent dans ce qui est certainement la mine de charbon la plus élevée du monde. Les villages sont pris entre deux grandes chaînes de montagnes, les Andes blanches et les Andes noires. Ici, les femmes filent l'alpaga. La principale difficulté pour nous vient de l'altitude. Les moteurs ont du mal à tourner à 4500 mètres. Nous décidons tout de même de continuer sur Lima. À Lima, rien ne va plus, tout est bloqué. On tient pour responsable le sentier lumineux. À nouveau, aucun classement n'est donné et aucun guide routier n'est disponible. Mais les Péruviens promettent les deux avant la fin du 3e jour de repos. Le jour du départ, certains pilotes se retrouvent sans véhicule. Stuart Tillier de Dallas s'est fait voler sa moto. Oui. J'ai passé 36 heures dans le camion. J'ai fait ce parcours 3 fois. Une fois en moto et 2 fois en camion. Il n'y a toujours pas de guide routier. Il date de 2 semaines. Mais c'est mieux que rien du tout. Et il n'y a toujours pas de classement. Il n'y a pas de classement, mais c'est pas difficile à faire. D'autres s'en moquent éperdument. Nous partons en direction de Sinegüilla pour l'épreuve spéciale tant attendue. Je crois que les choses sérieuses vont commencer ici. 16 km de montée raide pour atteindre 3600 mètres d'altitude font souffrir les moteurs. L'eau glacée n'est pas là pour arranger les choses. Le champion équatorien Russalo Montalvo. Il faut nous tirer de là, maintenant. Eh oui, il ne leur reste plus qu'à pousser leur voiture jusqu'à la route. Pour d'autres, le remorquage est la seule solution. Quelques véhicules bien préparés arrivent à traverser sans encombre. Quant à Charles et Pete, il lui faudra 1 heure pour sécher sa Harley. On se retrouve à Nazca. À Nazca, Paul, dans 640 km. Certains vous retrouveront là-bas, d'autres non. L'épreuve spéciale se termine du côté occidental des montagnes. Les quelques rares spectateurs n'ont pas grand-chose à regarder. Beaucoup de concurrents, dont le Hollandais Peter Hartstein, ne parviendront jamais jusque-là. Le raid Transamazonie se termine mal pour les Japonaises. Hospitalisées dans un état critique, elles ne verront jamais Buenos Aires, qui est maintenant à 6400 km.
Nazca à l'aube du 15e jour. Pendant que les pilotes prennent place sur la ligne de départ, nous nous dirigeons vers les fameuses lignes mystérieusement tracées sur le sol. Et certains pensent qu'elles ont servi de terrain d'atterrissage à des extraterrestres. Voici l'astronaute. L'araignée. Et le singe. Elles ont toutes plus de 2000 ans. Et maintenant, en route pour Arequipa au Pérou, à 640 km d'ici. Mais il y a un problème, on a volé du carburant. On avait de quoi faire 650 km et on n'a plus rien. C'est bizarre, non? « 16e jour, le dernier au Pérou. Une épreuve spéciale de 640 km attend nos pilotes entre Arequipa et Arica au Chili. À nouveau les Andes à traverser à 3700 mètres d'altitude avec leur haut plateau et leur volcan. Les villageois sont à la fête. Ils n'ont certainement jamais vu de pneus comme celui-là. Pas de chance pour John Beers de Washington en Illinois. Elle aura fait 10 000 km. Une voiture conduite par un officier a percuté celle de John. La femme et l'enfant du militaire sont hospitalisés. Pour John, le rallye semble s'arrêter ici. La route était fermée à la circulation. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient ici? L'accident est survenu à 8 km de la frontière chilienne. C'est incroyable, mais le lendemain, John Beers est sur la ligne de départ, prêt à partir avec les autres pour Arica au Chili. L'épreuve spéciale d'aujourd'hui passe par l'une des régions les plus arides de tout le raid. 510 km dans l'un des déserts les plus desséchés de la Terre. 510 km sans possibilité de faire le plein. Une erreur de navigation conduit Lorenzo Pearson en Bolivie où il est mis en prison et où bon nombre de ses affaires seront dérobées. À 3900 mètres d'altitude à la frontière bolivienne, panne sèche pour les motards. Ils devront attendre 3 heures pour pouvoir faire le plein. Il reste combien à parcourir? 100 km.
Mais pour Andreas et son cousin Raphaël Sassio de La Jolla en Californie, il n'y a plus de carburant pour leur Nissan. On trouvera peut-être quelque chose en bas de la colline. Au 17e jour, Bernard Cobb du Venezuela est premier, Ron Cliburn de Seattle second, et Russell Gooding d'Angleterre troisième. Les journalistes sportifs chiliens rappellent que 2 de leurs pilotes sont morts dans le raid Transamazonie. Ce soir, les concurrents fatigués doivent assister aux cérémonies locales de bienvenue qui vont durer une partie de la nuit. Good morning, George. 18e jour. Il s'agit de relier Pica à Santantrop de Atacama, en longeant la frontière bolivienne. Nous monterons jusqu'à 4200 mètres. La route passe par Socal Solas, avec ses étendues salées et ses vieux cratères. En voulant prendre un raccourci, l'un des concurrents se fait piéger par du goudron caché sous la croûte salée. Arrivée à la rescousse, une deuxième voiture se fait piéger, elle aussi. Finalement, il faudra 2 autres voitures et 3 bonnes heures pour libérer les 2 véhicules. Quelques minutes plus tard, le copilote de John Bierce se blesse en prenant des photos. Il est transporté en état de choc dans une base militaire. De là, il est emmené en avion dans un centre de soins. Il a la cheville cassée, la jambe aussi en 2 endroits et il s'est coupé le bras. Et toi, ça va? Ouais. 19e jour. Après une nuit passée dans la nature, les concurrents se lancent en direction du désert chilien, à Cacama, pour un parcours de 480 km. 3, 2, 1, go. John Bierce n'a plus de copilote, mais il est déterminé à continuer. La plupart des concurrents et leur équipe de soutien passent leur nuit à réparer les dégâts de la journée. C'est l'aube à Taotao, au Chili. Beaucoup ont dormi sur la plage où il a plu, alors qu'il ne pleut presque jamais dans cette région. Il pleut une fois tous les 3 ans, il a fallu que ça tombe sur nous. Une chiquita chilienne m'a frotté le dos pour me réchauffer. Rob Shirley de Knoxville, dans le Tennessee. J'étais coincé derrière l'équipe des Japonaises. C'était horrible, toute cette poussière. Chez les 2 roues, Robin Bennett maintient sa place de premier. Et Bernard Cobb maintient la sienne chez les 4 roues. Mais le 20e jour, à 8 km de la ligne de départ, Bennett a de gros ennuis. La main, ça va, mais pas la clavicule. La clavicule. L'épaule. Faites-moi un bandage. Tout ce que je veux, c'est pouvoir finir.
Bennett s'est cassé la clavicule en voulant faire un saut avec sa moto pour un photographe japonais. Il n'y a pas suffisamment de bandage, alors Rob Shirley donne le sien, malgré une côte cassée. Quelle connerie, papa. C'est stupide ce que j'ai fait. La seule bonne nouvelle de la journée, un véritable hôtel avec des douches chaudes. Le lendemain matin, à Las Serena, Bennett est sur sa moto. Ça va pas trop mal, ça pourrait être pire que ça, je crois que ça ira. Mais sur la ligne de départ, à Coquimbo, Bennett a du mal à faire démarrer sa moto. En l'aidant, son père fait une chute. Ça va, papa? Bennett réussit à partir avec les autres en direction de Vena del Mar, à 540 km de là. Les concurrents traversent tout d'abord les grandes étendues inhabitées du centre du Chili. Comme chaque jour, les gauchos essaient de rassembler leur bétail. Cet âne réussira à s'échapper sans doute grâce au raid Transamazonie. Les 80 derniers kilomètres se font sur la fameuse panaméricaine. En été, Vena del Mar est l'une des stations balnéaires les plus populaires d'Amérique latine. Pour nos concurrents, c'est la dernière étape au Chili. On a hâte de se retrouver dans les montagnes et de jouer avec la neige. La frontière avec l'Argentine est à 190 km et 3600 mètres d'altitude. C'est par un tunnel qu'on y arrive. Une fois le col franchi, les véhicules descendent facilement jusqu'à Tuniam, où les pilotes passent la nuit dans un gymnase. Le 23e jour sera le plus long. 770 km à faire depuis les contreforts des Andes jusqu'à la Pampa. Il fait froid et le parcours est rude. Sur ces vastes étendues rocailleuses, des pannes inhabituelles surviennent. Curieusement, le sable qui ne posait pas de problème dans le désert en pose ici. Les gauchos aident les cousins sociaux de Californie à se sortir de là. Le carburant fera cruellement défaut toute la journée. L'un des concurrents roule la porte ouverte pour vérifier si son réservoir ne fuit pas. J'ai donné toute mon essence à Stanley. Maintenant, j'en manque. Vous pourrez leur dire que je n'en ai plus et qu'on m'en apporte? Tous les véhicules ne sont pas au rendez-vous pour le prochain départ. Charlie Pitt et sa Harley manquent à l'appel. What number? What number? What number is it? I don't know. The first. What did fifth moto come in? Rob Shirley, un autre moteur, a été aperçu hier pour la dernière fois au milieu de nulle part. Mais comme d'habitude, on ne peut pas attendre.
Le rallye continue sa progression en direction de Bahia Blanca sur la côte argentine. Il ne reste plus que 2 jours. 3. Plus que 3 jours, c'est exact. Buenos Aires n'étant plus qu'à 1217 km, notre scout international décide de prendre du repos. Bienvenue en Argentine. De Bahia Blanca, les participants se déplacent à Las Flores. La dernière épreuve spéciale ne comporte que 320 km. La fin du raid est proche et les pilotes ne sont pas d'humeur à se laisser retarder par les fameux troupeaux argentins. Après le point de contrôle, à la fin de l'épreuve spéciale, les nouvelles concernant les Japonaises sont mauvaises. On est les premiers à être passés après l'accident. Elles ont du mal? Oui, elles se sont retournées et je crois que la navigatrice a le sternum cassé. Les médias japonais sont très concernés. Elle a le sternum cassé, je crois. Le docteur Gaston, le cardiologue, lui a donné de la morphine. Aki, la navigatrice, a été transportée d'urgence à l'hôpital où son cœur s'est arrêté 2 fois. Il y a tout de même de bonnes nouvelles. Charles Pitt est de retour. Eh bien, la carte qu'on m'avait donnée n'était pas juste. Il y avait une route sur cette carte, mais en fait, c'était pas une route, c'était une démarcation entre 2 provinces. Et la vraie route n'était pas marquée. Je me suis retrouvé dans un trou paumé et il y avait beaucoup de sable. Ma roue avant s'est enfoncée. Ça patinait et ça secouait tellement que j'ai fini par casser le guidon. J'étais obligé de rouler à 50 km/h, avec le guidon sur mes genoux. Inutile de dire que je me suis vite cassé la figure. Quand ça m'est arrivé, il y avait encore 600 km à faire. Je suis arrivé à Bahia Blanca à 8 heures, ce qui veut dire que j'ai piloté ma moto pendant 36 heures d'affilée. Voici les dernières heures du raid Transamazonie. Et finalement, le 26e jour, Buenos Aires, le Paris de l'Amérique latine. L'arrivée se fait à l'Automobile Club d'Argentine. Sur les 80 véhicules qui ont pris le départ, seulement 4 motos et 9 voitures ont réussi à parcourir les 15 000 km dans leur totalité et à se placer. Chez les 2 roues, Rob Shirley en rouge est premier, Robin Bennett en bleu est second. C'est fait. Je suis arrivé. Où sommes-nous? Charles Pitt est 4e et Steve Malone de Glenville dans l'Illinois est 3e. Chez les 4 roues, Bernard Cobb du Venezuela est premier avec 2 heures d'avance. Le Colombien Gustavo Yakima est second. En 3e position et premier parmi les Américains, Ken Walters et Ron Cliburn de Seattle. Le Français Michel Garthez est 4e. Salut Michel. Vous êtes arrivé. Tout allait bien? Tout allait très bien. En 5e position, Russell Gooding et son copilote Roger Jenkins d'Angleterre. En 6e, les cousins sociaux de La Rolla en Californie. Plusieurs concurrents ont réussi à rejoindre Buenos Aires, mais ne sont pas classés. L'équipe officielle de la Nouvelle-Orléans, Tabasco Pepper Sauce. Les Super Nanas japonaises sont 8e, bien que leur voiture ait été accidentée la veille. Marina Vagena, le pilote, a réussi à conduire jusqu'à l'arrivée. Sa coéquipière est toujours hospitalisée à Bahia Blanca.
Et à la surprise générale, Lorenzo Pearson et son copilote ont réussi à sortir de prison juste à temps pour participer aux festivités. Vous nous avez manqué? Ah oui. En fait, pour voyager en Bolivie, ça coûte environ 2000 $ par heure. Alors, on a décidé de revenir ici. Content de vous revoir. C'est le 17 mai 1988 que prend fin le premier raid Trans-Amazonie. Un événement appelé à prendre de l'ampleur et à classer parmi les plus passionnants des rallyes tout-terrain. Pour la plupart des concurrents, il a représenté un énorme défi, le plus important qu'ils aient jamais tenté. Dans l'avion qui nous ramène chez nous, nous rêvons tous d'un jour prochain où nous pourrons à nouveau traverser la haute cordillère des Andes.